Donc bonjour à tous, on va parler maintenant d'oxygène à la mise en bouteille, un sujet que vous devez déjà connaître, mais on va revenir un peu sur pas mal de choses et essayer de montrer des exemples. Donc pour mesurer la mise en bouteille, il faut mesurer. Donc on a utilisé, enfin nous on utilise le NomaSense, hein, donc vous le connaissez, vous le verrez aux ateliers là-haut, qui marche par luminescence. Donc on va envoyer de la lumière bleue, qui ici est représentée en vert. Et en fonction de la quantité d'oxygène, une partie de la lumière, de l'énergie de la lumière va être prise par l'oxygène. Donc il va y avoir un retour plus ou moins rapide et plus ou moins fort de lumière vers l'appareil. Et on peut déterminer comme ça la quantité d'oxygène. Cette lumière elle est envoyée sur des pastilles. L'avantage de ces pastilles, c'est qu'on peut venir les coller un peu où on veut, sur des surfaces transparentes, et notamment dans les bouteilles, au niveau de l'espace de tête et au niveau de l'oxygène dissous, pour pouvoir mesurer ces deux compartiments. Et donc dans la conduite d'un audit oxygène, on mesure souvent l'oxygène qu'on a dans la cuve au départ, donc soit en faisant une mesure par immersion avec une sonde, ou soit en faisant une mesure en mettant un mireur en sortie de cuve, vous l'avez ici, en sortie de cuve, un mireur, et donc pendant toute la mise en bouteille, on mesure la quantité d'oxygène dans le vin qui sort de la cuve. On peut le mesurer tout au long du circuit ou de l'itinéraire du vin, donc notamment au niveau du pompage, de la filtration, pour le mesurer après finalement dans la bouteille au niveau de la mise. Et donc on peut même venir mesurer dans les bouteilles vides, juste après inertage, avant remplissage, ou pour vérifier que les appareils sont bien efficaces. Alors la mise en bouteille, c'est une étape critique de la vie du vin, notamment en termes d'oxygène, parce que vous le voyez ici, on le montre assez régulièrement, c'est une compilation d'une soixantaine d'audits que l'on a fait quasiment ces 10 dernières années, où on peut voir qu'on peut travailler de très bien à très mauvais. Il n'y a pas forcément de... C'est assez représentatif du marché. La moyenne en France, sur tout ce qu'on a mesuré, est autour de 3 mg par litre par bouteille. Donc oxygène dissous et espace de tête cumulé. Mais la mise en bouteille, c'est pas qu'une seule mesure. C'est aussi... Je vais changer de main. C'est aussi tout un process où on peut avoir de l'oxygène différemment tout au long du process. Les deux étapes critiques sont bien évidemment le début et la fin de mise. Pourquoi le début? Parce que souvent on a tout un circuit qui est plein d'air. On n'inerte pas forcément. Dans ce cas-là, en tout cas, c'était pas inerté. Donc on voit qu'on prend beaucoup plus d'oxygène parce que les premiers hectolitres de vin se mélangent avec cet air avant d'arriver dans les bouteilles. Donc on prend plus d'oxygène. Et à la fin de la mise en bouteille, ici c'est l'oxygène qui s'accumule parce que bien évidemment, pour vider une cuve, il faut l'ouvrir en haut. Ça vaut mieux, un conseil. Et de l'oxygène, souvent, enfin de l'air pénètre, est en contact avec la surface du vin. Et pendant toute la durée de la mise en bouteille, cet oxygène commence à se dissoudre. On voit bien sur la mesure ici de l'oxygène en sortie de cuve. Donc on est pratiquement à zéro du début. Et à la fin, on voit, ça monte. Et cette remontée d'oxygène est parallèle à cette remontée dans les bouteilles. Alors bien évidemment, pour essayer d'éviter d'avoir ces deux pics au début et à la fin, il faut inerter, mais pas forcément n'importe comment. Donc ici, souvent on essaye d'inerter les manches ou les tuyaux, enfin tout le circuit avant de lancer le vin dans les tuyaux. Et à la fin, on essaye de garder normalement la cuve sous gaz neutre, si possible. Donc ici, c'est 3 exemples d'audits que l'on a fait aux États-Unis en début d'année. Et donc dans ces 3 audits, ils inertent partout. Donc ils inertent avant, ils gardent la cuve maintenue sous gaz pendant, et ils inertent, ils poussent les derniers hectolitres aussi avec du gaz neutre. Et pourtant, on voit qu'il y en a un qui fait ça très bien, donc on n'a quasiment aucune variation tout au long de la mise, oui. Et d'autres où ça marche moins bien. Et quand on a mesuré, on a vu qu'ici, notamment au début, ils inertent, mais ils ne contrôlent pas leur inertage. Donc ils mettent du gaz, 30 secondes, 1 minute, hop, ils enlèvent, ils disent c'est bon, c'est inerté. En fait, c'est pas tout à fait inerté. Dans ces deux cas-là, c'était à moitié inerté.
Et pourquoi on a des différences? C'était la moitié inertée, j'ai rappelé ici. Pourquoi on a des différences? Parce que dans le rouge, le vin était froid. Comme le vin est froid, il a une capacité de dissoudre de l'oxygène plus importante. Et on le voit directement dans les mesures, on prend quasiment 2 fois plus d'oxygène ici, avec une différence de 7 degrés Celsius de température. La durée aussi, ici, des bouteilles impactées, est dépendante souvent de la taille de la mise en bouteille. On le voit bien, j'ai rappelé ici, on voit en bleu, c'était une mise en bouteille assez petite, avec 8 becs de remplissage, et ici 36. On voit bien que le nombre de bouteilles impactées n'est pas du tout le même. Ici, on est à peu près à 150, une centaine de bouteilles. Ici, il y a déjà 300 bouteilles qui sont impactées en début de mise par ça. Et la fin de mise aussi, les cuves n'étaient pas forcément gardées de manière inerte. Enfin, elles n'étaient pas gardées inertes de manière efficace. Souvent, dans cet inertage, c'est une pratique qui se fait, on ouvre la cuve, hop, et on met le tuyau d'inertage dedans. On met en route, on met un petit flux, puis on voit, on espère que ça marche bien. On se dit, au moins, ça fera un petit effet. Ça fait un petit effet, mais pas toujours très bien. On verra un peu comment on peut faire. Donc, l'une des premières recommandations, c'est bien évidemment, on l'a vu tout à l'heure, on a un mireur. Enfin, si on peut avoir un mireur avec une pastille, venir mesurer. Donc, dès qu'on met l'inertage en route, hop, on vient mesurer. Nous, on conseille de descendre jusqu'à 2% d'oxygène. En dessous de 2%, normalement, on va prendre relativement peu d'oxygène. Et ici, dans le cas, c'était un suivi, c'est une belle courbe, mais c'était un suivi réel sur une mise en bouteille. Ici, ça a pris environ 2 minutes d'inertage pour arriver à 2% d'oxygène. Et pour les cuves, l'idéal, c'est d'avoir non pas d'ouvrir la cuve et d'avoir un système de remplissage, mais plutôt de mettre un piquage de gaz dans sa cuve sans l'ouvrir, avec une légère surpression de gaz, qui fait que chaque litre de vin qui va se vider va être remplacé par un litre de gaz neutre. Comme ça, on est certain. On ne met pas un flux qui peut s'échapper. On est certain qu'on va mettre juste la bonne quantité de gaz et qu'il n'y aura pas de contamination d'air extérieur. Ici, je parle aussi de CO2. J'en ai pas parlé avant, mais pour avoir un chiffre en tête à peu près, chaque milligramme d'oxygène que vous allez rajouter, ou que vous allez prendre à la mise, ou même pendant une filtration ou un pompage, ça va vous faire perdre à peu près 10% de votre CO2 dans le vin. C'est mathématique, mais 1 mg d'oxygène va vous faire perdre 10%. Si vous prenez 3 mg, vous perdez 10%. Si vous partez à 1000 de CO2, vous pouvez avoir des bouteilles qui sont déjà à 700. Là, votre vin blanc, il risque d'être un peu plus plat, un peu plus fade. Et donc pendant les inertages, c'est aussi important, parce que même si on ne prend pas d'oxygène, si on met de l'azote, on va quand même perdre tout autant de CO2. C'est assez intéressant de moduler aussi, de mettre du CO2 en complément avec de l'azote, en fonction des vins, avec des quantités, des mix qui sont adaptés. Une autre variation qu'on peut avoir, c'est la prise d'oxygène en milieu de mise. Donc c'est plutôt une variation bec à bec. Et aussi en milieu de mise, si on veut éviter d'avoir cette prise d'oxygène entre la cuve et ici la bouteille, on a aussi une pratique qui consiste à inerter les bouteilles vides avant remplissage. Et donc, si on inerte, normalement, en inertant les bouteilles, on peut gagner. Alors après, ça dépend. 3, des fois, on a aucune prise d'oxygène avec un très bon inertage, mais on a un gain souvent avec inertage entre 0,3 et 0,6 mg. Ce qui peut paraître peu, mais bon, ça peut aussi être intéressant sur des vins plus sensibles ou sur des vins à faible teneur en sulfite. Ici, je reviens à mon étude californienne de cette année. Donc là, j'ai compilé sur 13 caves qui utilisaient l'inertage des bouteilles vides avant remplissage. Vous voyez, pareil. Hein. Toutes pensent qu'elles inertent bien. Et on voit qu'elles inertent pas toutes bien. Donc on a à peu près 70% ici, en dessous de 0,2. Les 8 premières, on voit qu'elles inertent bien, elles ont des prises d'oxygène qui sont relativement faibles, voire dans certains cas, elles peuvent en perdre un peu. Et il y en a qui inertent, mais au final,
qui inerte pratiquement pour rien. Ici, grosso modo, 0,7 mg, c'est entre 0,7 et 1 mg, c'est en moyenne ce qu'on prend quand on n'inerte pas une bouteille. Donc ici, il inerte, mais je ne sais pas où son gaz passe. Parce qu'a priori, il inerte pour pas grand-chose. Toujours d'où l'importance de contrôler. Et après, la source de variation bouteille à bouteille peut aussi venir de remplissage des becs. Donc, pour ce faire, c'est toujours cette étude américaine. Donc là, c'est les 14 de cave, où on a prélevé 3 fois 16 bouteilles d'affilée sur la chaîne, et on a mesuré l'oxygène dissous et l'oxygène de l'espace de tête. Et on voit ici l'oxygène dissous, hein, l'écart maximum qu'on peut avoir entre les bouteilles. Donc, la majorité sont inférieures à 0,3 pour plus de 60%. On peut considérer qu'on n'a pas de variation, que tout est OK. Par contre, il y en a certaines où ça commence à monter, dont une ici à 0,8 où on peut commencer à se poser des questions. Donc, ici, des fois, c'est juste des problèmes de maintenance de ligne, hein. Juste à changer des joints ou vérifier que tout marche bien, que ça remplit bien, qu'il n'y ait pas des différences. On le voit des fois sur les remplissages. Certains becs remplissent moins vite ou plus vite que d'autres. Ça peut déjà jouer aussi sur la solubilité d'oxygène. Le dernier compartiment, l'espace de tête. Donc là, c'est aussi un endroit où on peut prendre beaucoup d'oxygène. Je n'ai pas dit au début sur la première diapositive avec les quantités. Grosso modo, dans une bouteille, on va avoir plus de la moitié de l'oxygène qui est contenu dans l'espace de tête. C'est tout petit, mais ça peut contenir beaucoup d'oxygène. Pourquoi ? J'aime bien donner aussi ce chiffre. Dans 1 litre de vin à saturation, on peut avoir à peu près 9 mg d'oxygène. Dans 1 litre d'air, autour de nous, on a 270 mg d'oxygène. L'air peut contenir beaucoup plus d'oxygène que le vin. Et donc, même si on a un espace de tête qui en volume est petit, il peut avoir beaucoup d'oxygène. Si en plus, dans certains cas, si le vide ne marche pas ou si on n'utilise pas ou on oublie de le brancher, tout peut arriver, hein, les prises d'oxygène sont d'autant plus importantes parce qu'on a une surpression. Si on utilise des inertages, ça je laisserai Yannick en parler après, on peut avoir des meilleures efficacités. Pareil pour les capsules à vis, hein. Là ici on a plus d'oxygène parce que l'espace de tête de la capsule à vis est souvent beaucoup plus grand que pour les bouchons cylindriques. Et en fonction des systèmes d'inertage, on peut avoir des bons résultats. Ce qui nous intéresse, c'est la variation. Donc ici, on revient à notre étude américaine. On voit la variation qu'on peut avoir. Donc pareil, 3 fois 16 bouteilles, toujours, mesurées. Alors j'ai essayé de les plotter de les mettre par rapport au bouchon. On voit que en moyenne, sur les bouchons cylindriques, on a tendance à prendre moins d'oxygène, notamment dû à la différence de volume. Dans la capsule, on voit que même en inertant, alors ici ils inertaient tous, hein, on a des résultats quand même plus ou moins bons. Et on voit surtout la variation qui est généralement assez forte dans les espaces de tête, parce que d'un bouchon à un autre, on peut avoir un retour élastique qui est un peu différent, on peut avoir un système de vide d'une tête de bouchage à une autre, un vide qui marche plus ou moins bien, avec plus ou moins bouché. Les systèmes d'inertage aussi peuvent être moins réguliers. Tout ça peut engendrer. On avait parlé aussi tout à l'heure des niveaux de remplissage. Ça joue aussi, je ne les ai pas montrés ici. Et on avait aussi pour certaines bouteilles des différences de niveau de remplissage. Tout ça joue sur cette variation. Et donc finalement, la gestion de l'espace de tête, c'est la moins maîtrisée aujourd'hui et c'est là où on retrouve le plus de variations d'oxygène entre les bouteilles. Voilà, donc pour finir, quelques conseils qui pour moi peuvent être intéressants. On est en Bourgogne, notamment en Bourgogne, si on a des petits volumes, hein, sur les premiers, sur les grands crus, quand on a des petits volumes, donc avoir des circuits courts avec des diamètres de tuyaux relativement faibles, pas trop non plus, il ne faut pas non plus avoir des flux turbulents, mais bon, avoir un diamètre adapté en tout cas, avec un inertage efficace avec un mix CO2 azote au début pour limiter la majoration de prise d'oxygène. Idéalement, pour utiliser le moins de gaz, c'est en poussant l'eau de nettoyage, si on fait un nettoyage à l'eau avant. Donc on met l'eau dans le circuit et on pousse cette eau avec du gaz. Comme ça, on a un inertage plus efficace avec une utilisation de gaz plus faible.
Un affinage léger quand même pour éviter d'avoir des variations au début et être sûr qu'il n'y a plus d'eau dans les becs, etc. Le maintien de la cuve de tirage sous gaz, bien évidemment, idéalement sans l'ouvrir, avec un piquage. Et un inertage des bouteilles et des dégarnis avec des contrôles de l'efficacité. Notamment au début lors de l'avinage. Lors de l'avinage, on peut aller boucher les bouteilles et vérifier à ce moment-là que tout va bien avant de commencer la mise. Au moins, on est tranquille. Et à la fin, une pousse avec du bon gaz. Voilà.